Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans l'obscurité profonde des forêts de France, quand le brouillard s'accroche aux branches des arbres centenaires et que la lune peine à percer le voile des nuages, on raconte qu'il est possible d'entendre un son étrange et troublant. Ce n'est d'abord qu'un murmure lointain, comme le frémissement du vent dans les feuilles, puis progressivement, le bruit s'amplifie et se transforme en une cacophonie de sons divers, aboiements de chiens, galops de chevaux, cors de chasse et cris d'hommes. C'est la chasse fantôme, la chasse sauvage menée par celui que l'on nomme le grand veneur. Figure mystérieuse et terrifiante des légendes françaises, le grand veneur hante depuis des siècles l'imaginaire collectif. Tantôt décrit comme un cavalier noir monté sur un cheval d'ébène, tantôt comme une silhouette massive enveloppée d'une cape sombre, il est le maître des chasses nocturnes, celui qui mène les âmes damnées à une course folle à travers les bois. Sa légende s'est construite au fil des siècles, se nourrissant des peurs ancestrales, des croyances païennes et des témoignages de ceux qui affirment l'avoir aperçu ou entendu. Mais ce qui est réellement ce personnage, personne ne le sait. D'où vient cette légende qui a traversé les âges? Quelles sont les anecdotes qui entourent ses apparitions? Comment s'est-il transformé au fil du temps? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Pour comprendre la légende du grand veneur, il faut remonter aux racines les plus profondes des croyances européennes, bien avant l'arrivée du christianisme. Dans les traditions païennes des peuples germaniques et celtes, la forêt était un lieu sacré et redoutable, domaine des dieux et des esprits. Parmi ces divinités sylvestres, certaines étaient associées à la chasse, activité essentielle à la survie, mais aussi rituel symbolique. Wotan ou Odin, chez les peuples nordiques, dieu borgne et souverain du panthéon germanique, était souvent représenté comme un cavalier menant une chasse sauvage à travers les cieux lors des nuits de tempête. Accompagné par ses loups Géri et Freki, et de ses deux corbeaux Hugin et Munin, il guidait les âmes des guerriers morts au combat vers le Valhalla. Cette chasse sauvage, ou Wildesheer en allemand, était perçue comme un présage de malheur. Quiconque la voyait passer risquait d'être emporté ou de mourir dans l'année. Chez les Celtes, Cernunnos, le dieu cornu de la forêt et de la fertilité, était également associé à la chasse. Représenté avec des bois de cerf, il était le maître des animaux sauvages, celui qui décidait du succès ou de l'échec des chasseurs. Dans certaines représentations, il est accompagné d'un chien ou d'un loup, préfigurant peut-être la meute qui accompagnera plus tard le grand veneur. À mesure que ces peuples se sont sédentarisés et que leurs territoires se sont transformés en royaumes, ces divinités sylvestres ont progressivement changé de statut. La christianisation de l'Europe a relégué ces dieux païens au rang de démons ou de spectres maléfiques. Odin n'était plus le sage dieu des runes et de la poésie, mais un démon chevauchant les tempêtes. Cernunnos, avec ses cornes et son aspect mi-homme, mi-bête, a facilement été assimilé à des représentations démoniaques. C'est dans ce contexte de transition religieuse que la figure du chasseur fantôme a commencé à prendre forme. Les récits de chasseurs impies, punis pour avoir chassé un jour sacré ou pour avoir tué une bête sacrée, se sont alors multipliés. Dans ces histoires, le chasseur est condamné à poursuivre éternellement sa proie, sans jamais pouvoir la capturer. Une punition divine pour son arrogance ou son impiété. En France, ces légendes ont trouvé un terreau particulièrement fertile dans les vastes forêts, qui couvraient alors une grande partie du territoire. La forêt, à la fois nourricière et menaçante, était un lieu où l'on se rendait par nécessité, mais que l'on craignait aussi pour son caractère sauvage et imprévisible. Les bruits étranges qui y résonnaient la nuit, amplifiés par l'écho et déformés par la peur, ont facilement été attribués à des présences surnaturelles. Si les racines du mythe plongent dans les croyances païennes européennes, c'est en France que la figure spécifique du grand veneur s'est véritablement développée et a pris son nom actuel. Le terme veneur vient du latin venator qui signifie chasseur, mais dans la France médiévale, il désignait plus spécialement l'officier chargé de diriger justement les chasses royales. Le grand veneur était donc le chef des veneurs, un poste prestigieux à la cour des rois de France. Dans l'imaginaire populaire, ce titre officiel s'est progressivement associé à la figure légendaire du chasseur fantôme. Cette fusion entre une fonction réelle et un personnage mythique n'est pas rare dans le folklore. Elle permet d'ancrer dans la légende, dans une réalité tangible, lui donnant ainsi plus de crédibilité et de résonance.
La forêt de Fontainebleau, résidence favorite de nombreux rois de France, et le lieu privilégié pour les chasses royales, est devenu l'un des principaux théâtres des apparitions du Grand Veneur. Cette immense forêt, avec ses rochers étranges, ses gorges profondes et ses arbres séculaires, offrait un cadre idéal pour les manifestations surnaturelles. Les brumes qui s'y formaient fréquemment, les échos qui résonnaient entre les rochers et la présence constante de chasseurs réels ont contribué à façonner et à renforcer la légende. D'autres forêts françaises sont également associées au Grand Veneur, la forêt de Compiègne, celle de Rambouillet ou encore la forêt d'Orléans, où tous les récits d'apparitions spectrales et de chasses fantômes. Chaque région a adapté la légende à son contexte local, y intégrant parfois des éléments de son propre folklore. Au fil du temps, la figure du Grand Veneur s'est complexifiée. Il n'était plus simplement un chasseur damné, mais pouvait aussi être un gardien de la forêt, punissant ceux qui ne respectaient pas ses lois. Il pouvait être un ancien noble ayant commis des crimes atroces et condamné à chasser éternellement pour expier ses péchés. Il pouvait même être le diable en personne, tentant de capturer les âmes des voyageurs égarés dans les bois. Cette évolution de la légende reflète les changements sociaux et religieux de la société française. À l'époque médiévale, dominée par la religion chrétienne, le Grand Veneur était souvent interprété comme une manifestation démoniaque ou une âme damnée. À la Renaissance, période où l'intérêt pour l'occultisme et les sciences naturelles se développe, il devient une figure plus ambiguë à la frontière entre le naturel et le surnaturel. À l'époque moderne, avec la montée du rationalisme, il est parfois expliqué comme un phénomène acoustique naturel ou une hallucination collective. Malgré ces interprétations changeantes, la figure du Grand Veneur a persisté dans l'imaginaire français, témoignant de la puissance évocatrice de cette légende et de sa capacité à s'adapter aux évolutions de la société, tout en conservant son essence mystérieuse et inquiétante. La légende du Grand Veneur, bien qu'ayant des traits communs à travers la France, présente de nombreuses variantes régionales qui témoignent de la richesse et de la diversité du folklore français. Chaque région a adapté ce mythe à son contexte géographique, historique et culturel, créant ainsi un patchwork fascinant de récits tous interconnectés. Dans les Ardennes, région frontalière au nord-est de la France, le Grand Veneur est souvent assimilé au chasseur noir, une figure mythique qui parcourt les forêts denses de cette région montagneuse. On raconte qu'il s'agit d'un ancien seigneur local, cruel envers ses sujets et passionné de chasse jusqu'à l'obsession. Ayant osé chasser un dimanche pendant la messe, il aurait été maudit et condamné à poursuivre éternellement un cerf blanc insaisissable. Les habitants de la région prétendent entendre les nuits de pleine lune le galop de son cheval et les aboiements de sa meute à travers les vallées encaissées. En Bretagne, terre de légende s'il en est, le Grand Veneur prend parfois les traits d'Ankou, personnification de la mort dans la mythologie bretonne. Bien que l'Ankou soit généralement représenté comme un squelette portant une faux et conduisant une charrette, certains récits le décrivent aussi comme un chasseur spectral, pourchassant les âmes des défunts récemment trépassés. Dans cette version, la chasse sauvage devient une métaphore du passage des âmes vers l'au-delà, et croiser son chemin est un présage de mort imminente. Dans les régions alpines de Savoie et du Dauphiné, le Grand Veneur est parfois confondu avec le foulteau ou follet, un esprit malicieux qui égare les voyageurs dans la montagne. Il apparaît sous la forme d'une lumière dansante, semblable à un feu follet, qui attire les imprudents hors des sentiers battus pour les perdre dans les régions plus dangereuses. Les chasseurs de ces régions lui attribuent également les échecs inexplicables à la chasse. Gibier qui disparaît mystérieusement, armes qui s'enrayent sans raison, chiens qui perdent soudainement la trace du gibier. En Alsace et en Lorraine, région à l'histoire mouvementée entre France et Allemagne, la légende du Grand Veneur se mêle au mythe germanique de la chasse sauvage. Il y est souvent décrit comme un cavalier géant, accompagné d'une meute et de chiens aux yeux rouges et d'un cortège d'âmes damnées. On dit que le vent qui souffle violemment dans les forêts des Vosges, lors des nuits d'orage, n'est autre que le passage de cette chasse fantastique. Dans le sud-ouest, notamment en Gascogne et dans les Pyrénées, le Grand Veneur est parfois associé à des figures locales comme le Heronsuge basque, chasseur maudit, qui poursuit une proie impossible. Des traditions ancestrales ont intégré à la légende des éléments spécifiques à leur faune et à leurs pratiques synégétiques. En Normandie, terre de Guillaume le Conquérant, le Grand Veneur est parfois identifié comme un ancien duc ou baron normand, cavalier émérite et chasseur impitoyable, qui aurait été tué dans des circonstances mystérieuses lors d'une partie de chasse.
Son fantôme reviendrait hanter les lieux de sa mort, accompagné de sa meute fidèle. Cette version de la légende est souvent liée à des châteaux ou des domaines spécifiques, donnant ainsi un ancrage historique et géographique précis au mythe. Dans le centre de la France, notamment en Sologne, région de forêts et d'étangs, propice à la chasse, le grand veneur est parfois décrit comme un protecteur du gibier, punissant les braconniers et ceux qui ne respectent pas les règles de la chasse. Cette vision plus positive, où le spectre devient un gardien de l'équilibre naturel, reflète peut-être l'importance économique et sociale de la chasse dans ces régions. Ces variations régionales ne sont pas de simples divergences anecdotiques. Elles révèlent la manière dont un mythe s'adapte et se transforme en fonction du terroir qui l'accueille. Elles montrent aussi comment une figure légendaire peut servir de support à des préoccupations très concrètes. Respect des traditions religieuses en Ardennes, crainte de la mort en Bretagne, danger de la montagne dans les Alpes, importance des règles cynégétiques en Sologne. Malgré cette diversité, certains éléments restent constants. Le caractère nocturne et bruyant de la chasse, sa nature surnaturelle et inquiétante, son association avec des transgressions morales ou sociales, ces invariants constituent le cœur de la légende du grand veneur, son squelette narratif sur lequel chaque région a brodé sa propre version, créant ainsi un réseau dense et complexe de récits interconnectés qui couvrent l'ensemble du territoire français. Parmi toutes les anecdotes liées au grand veneur, la plus célèbre et la plus documentée est sans conteste son apparition présumée au roi Henri II en 1550. Cet épisode marque un tournant dans l'histoire de la légende, la faisant passer d'un simple récit folklorique ou mythologique à un événement historique consigné dans des chroniques officielles du royaume. L'histoire nous est principalement connue grâce aux mémoires de Pierre de l'Étoile, chroniqueur de la cour des Valois, et au récit qu'en fait plus tard l'historien Jacques-Auguste de Thou dans son Histoire universelle. Selon ses sources, un jour de l'été 1550, le roi Henri II chassait dans la forêt de Fontainebleau, accompagné de sa suite habituelle. La journée touchait à sa fin et le soleil commençait à décliner, lorsque soudain des bruits étranges se firent entendre à proximité. Aboiements de chiens, sons de cors, cris de chasseurs, mais étrangement lointains, comme étouffés, malgré la proximité apparente. Intrigué, le roi ordonna à ses veneurs de déterminer l'origine de ces sons. Ceux-ci revinrent troublés, affirmant n'avoir trouvé aucune trace d'une autre partie de chasse dans les environs. C'est alors que la chasse fantôme se rapprocha, devenant de plus en plus bruyante, jusqu'à ce qu'une voix caverneuse retentisse distinctement à travers les arbres. « M'entendez-vous » ou selon certaines versions, « M'attendez-vous » Certains membres de la suite royale, terrifiés, répondirent malgré eux à cet appel étrange. La voix se fit alors entendre une seconde fois, plus menaçante cette fois. « Amendez-vous » ce qui peut être interprété comme un avertissement à se repentir ou à changer de comportement. Puis les bruits s'éloignèrent progressivement pour s'évanouir complètement dans les profondeurs de la forêt. Le roi, bien que troublé par cet incident, ordonna qu'on poursuive la chasse, mais l'atmosphère avait changé et une inquiétude diffuse s'était emparée de sa suite. De retour au château, l'événement fut longuement discuté et diverses interprétations furent proposées. Certains y virent un présage funeste pour le roi ou pour le royaume. D'autres l'attribuèrent à des plaisantins ou à une hallucination collective causée par la fatigue et l'atmosphère particulière de la forêt. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet épisode, c'est la manière dont il a été interprété a posteriori. Henri II mourut 9 ans plus tard, en 1559, des suites d'une blessure reçue lors d'un tournoi, lorsque la lance de son adversaire, Gabriel de Montgomery, se brisa et qu'un éclat lui transperça l'œil. Cette mort tragique et inattendue d'un roi encore jeune, il avait 40 ans, fut mise en relation avec l'avertissement supposé du grand veneur. L'apparition devint ainsi rétrospectivement un présage de la fin prématurée du roi. Cet épisode illustre parfaitement la manière dont la légende peut s'ancrer dans l'histoire réelle. L'apparition du grand veneur à Henri II est devenue un fait historique attesté par des chroniqueurs sérieux et réputés. Elle a contribué à donner à cette figure folklorique une légitimité et une notoriété qu'elle n'aurait pas eu sans cela. L'incident a également renforcé l'association entre le grand veneur et la forêt de Fontainebleau. Cette vaste forêt, qui était déjà un lieu de chasse royale depuis des siècles, est devenue indissociable de sa légende. Ses caractéristiques physiques, immensité, diversité des paysages, formations rocheuses étranges, en faisaient un cadre idéal pour des manifestations surnaturelles. Les phénomènes acoustiques particuliers qui peuvent s'y produire, avec des échos parfois troublants entre les rochers,
ont également certainement contribué à la persistance de ces récits. L'apparition à Henri II a aussi consolidé le lien entre le grand veneur et la royauté française. Si auparavant il était une figure du folklore populaire, il devint à partir de ce moment une sorte de messager surnaturel s'adressant directement au souverain. Cette dimension politique de la légende s'est renforcée au fil des siècles, le grand veneur étant parfois interprété comme un symbole de justice divine, s'exerçant même sur les têtes couronnées. Enfin, cet épisode a contribué à fixer certains traits caractéristiques du grand veneur. Son invisibilité, seule une voix était entendue. Sa capacité à projeter des sons à distance, son message ambigu, mais généralement interprété comme un avertissement ou une menace. Ces éléments se retrouveront dans d'autres récits ultérieurs, faisant l'apparition à Henri II une sorte de matrice narrative pour les témoignages suivants. Si l'apparition du grand veneur à Henri II en 1550 est la plus connue, celle à son petit-fils par alliance, Henri IV, près de 50 ans plus tard, n'en est pas moins significative. En effet, selon plusieurs chroniques de l'époque, le roi Bourbon aurait été confronté à plusieurs reprises au mystérieux chasseur fantôme durant son règne qui dura de 1589 à 1610. La plus redoutable de ces rencontres aurait lieu en 1599, également dans la forêt de Fontainebleau. Henri IV, connu pour sa passion pour la chasse, s'était éloigné de sa suite avec seulement quelques compagnons. Alors qu'ils traversaient une partie particulièrement dense de la forêt, ils entendirent soudain le son de cors et d'aboiements qui semblaient provenir de toutes les directions à la fois. Le bruit était si assourdissant que les chevaux s'affolèrent et plusieurs cavaliers faillirent être désarçonnés. D'après le témoignage de Maximilien de Béthune, duc de Sully et fidèle ministre d'Henri IV, qui rapporte l'incident dans ses économies royales, le roi lui-même resta remarquablement calme. Lorsqu'une voix caverneuse retentit dans les bois demandant « Qui va là ?», Henri IV aurait répondu fermement « C'est le roi de France, qui chasse dans sa forêt. Et qui êtes-vous pour nous questionner ainsi ?» La réponse qui suivit varia selon les versions du récit. Certains rapportent que la voix se contenta de répéter 3 fois « Amendez-vous », comme lors de la première apparition à Henri II. D'autres prétendent que le spectre se présenta explicitement comme le grand veneur et avertit le roi d'un danger imminent. Une troisième version de la légende fut élaborée, raconte que la voix déclara « Je suis celui qui fut avant vous et qui sera après vous, gardien de ces bois et juge de vos actions. » Quelle que soit la réponse exacte, tous les témoignages s'accordent sur la réaction du roi. Loin de s'effrayer, Henri IV aurait ordonné à ses compagnons de le suivre et aurait poussé son cheval dans la direction d'où semblait provenir la voix. Mais malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent personne, et les bruits mystérieux s'évanouirent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Cette anecdote est révélatrice à plusieurs égards. D'abord, elle illustre le caractère d'Henri IV, souvent décrit comme courageux et pragmatique. Sa réaction face au phénomène surnaturel, chercher à l'affronter directement plutôt que de le fuir, correspond bien à l'image du roi soldat véhiculée par l'historiographie traditionnelle. Ensuite, elle montre l'évolution de la légende du grand veneur qui s'enrichit de nouveaux événements. Le spectre n'est plus seulement une voix anonyme lançant un avertissement cryptique, il devient une entité qui revendique explicitement une identité, le grand veneur, et une fonction, gardien de la forêt. Il s'inscrit dans une temporalité qui dépasse celle des règnes humains, avant vous et après vous, suggérant une nature immortelle ou du moins très ancienne. D'autres apparitions du grand veneur auraient eu lieu pendant le règne d'Henri IV, notamment en 1602 et en 1606, toujours dans la forêt de Fontainebleau ou dans les environs. Ces récits sont moins détaillés, parfois contradictoires, mais ils contribuent à renforcer l'association entre le spectre et le roi. Certains historiens de l'époque iront jusqu'à suggérer que le grand veneur avait développé une sorte de fascination pour Henri IV, le suivant et l'observant régulièrement dans ses parties de chasse. Ce lien supposé entre Henri IV et le grand veneur prend une dimension particulièrement troublante à la lumière de la fin tragique du roi. Assassiné comme on sait en 1610 par François Ravaillac, Henri IV connut une mort violente qui fut, a posteriori, interprétée comme l'accomplissement des avertissements répétés du spectre. Comme pour Henri II, la légende s'est nourrie de la réalité historique pour se renforcer et gagner en crédibilité. Les apparitions multiples du grand veneur à Henri IV marquent ainsi une étape importante dans l'évolution de la légende. Le spectre n'est plus une manifestation ponctuelle et isolée, il devient une présence récurrente, presque familière, dans l'environnement de la royauté.
Cette familiarisation du surnaturel préfigure d'une certaine manière l'évolution ultérieure de la légende vers des interprétations plus rationalisantes ou psychologisantes. Le règne de Louis XIII, 1610-1643, marque une nouvelle étape dans l'histoire des apparitions du Grand Veneur. Si son père Henri IV avait eu droit à plusieurs visites du spectre, Louis XIII semble avoir connu une expérience particulièrement intense et dramatique, qui constitue en quelque sorte l'apogée des manifestations du Grand Veneur. L'épisode le plus marquant se serait déroulé en 1620, toujours dans la forêt de Fontainebleau. Louis XIII, alors âgé de 19 ans, était un passionné de chasse, peut-être même plus que ses prédécesseurs. Il passait de longues journées dans les bois, parfois au détriment de ses obligations royales, ce qui lui valait les reproches de sa mère, Marie de Médicis, et de certains de ses conseillers d'ailleurs. Ce jour-là, le roi chassait le cerf avec une suite réduite, composée principalement de ses favoris et de quelques veneurs expérimentés. La journée avait été fructueuse et plusieurs cerfs avaient déjà été abattus lorsque, en fin d'après-midi, la meute se lança à la poursuite d'un cerf blanc d'une taille exceptionnelle. Cette couleur inhabituelle et la majesté de l'animal auraient dû alerter les chasseurs superstitieux, car dans de nombreuses traditions européennes, le cerf blanc est considéré comme une créature magique, voire une manifestation divine. Emporté par l'excitation de la chasse, Louis XIII poussa son cheval à poursuivre l'animal, s'éloignant progressivement de sa suite. La forêt devenait de plus en plus dense et le brouillard commençait à se lever, enveloppant les arbres d'un voile fantomatique. Soudain, le cerf disparut, comme par enchantement, et le roi se retrouva seul dans une clairière qu'il ne connaissait pas. C'est alors que commença la manifestation surnaturelle décrite en détail dans le journal de Jean Héroard, médecin personnel du roi. D'abord, ce furent des sons discordants, aboiements lointains, galops de chevaux invisibles, corps de chasse joués avec une virtuosité surhumaine. Puis une voix que le médecin décrit comme ni tout à fait humaine, ni tout à fait bestiale, s'adressa directement au roi. « Louis, fils d'Henri, ta chasse est vaine. Ce que tu poursuis t'échappera toujours. » Contrairement à son père, qui avait fait face au phénomène avec courage, Louis XIII, dont on ne connaît le tempérament plus anxieux et la sensibilité religieuse exacerbée, fut profondément troublé par cette apparition. Selon Héroard, le roi devint pâle comme la mort et ses mains tremblaient au point qu'il laissa tomber ses rênes. Il aurait alors murmuré une prière et fait un signe de croix. La réaction du roi semble avoir provoqué une intensification du phénomène. La voix reprit et devint plus menaçante. « Ni ta couronne, ni ta foi ne te protégeront si tu ne changes pas tes voies. Le sang de ton père crie vengeance, et le tien pourrait suivre. » Puis la clairière fut envahie dans ce qui semble être une chasse fantôme complète. Silhouette indistincte de cavaliers, meute de chiens avec des yeux brillants comme les braises, et au centre une figure imposante que le roi identifia comme le grand veneur lui-même. La description qu'en fait Héroard, probablement d'après le récit que lui en fit Louis XIII, est saisissante. Je la cite. « Un homme de haute stature, vêtu d'une cape noire, qui semblait absorber la lumière autour de lui. Son visage était caché par l'ombre d'un large chapeau. Mais des yeux brillaient dans cette obscurité, fixes, pénétrants comme ceux d'un loup. Il montait un cheval d'un noir si profond qu'il semblait fait de ténèbres condensées. Ce qui distingue cette apparition des précédentes, c'est la netteté et la précision. Les conséquences de cette rencontre furent importantes. Louis XIII, déjà enclin à la dévotion, intensifia ses pratiques religieuses dans les semaines qui suivirent. Il ordonna également une série de messes à la chapelle du château de Fontainebleau, spécifiquement pour le repos de l'âme de son père assassiné, suggérant qu'il avait ainsi pris au sérieux l'allusion du grand veneur à la vengeance réclamée par le sang d'Henri IV. Alors, je n'ai pas trouvé, mes amis, d'indications complémentaires, supplémentaires, pour savoir si le grand veneur, dans l'ère moderne, donc l'ère, on va dire, républicaine, enfin si tant est que nous soyons encore en République, ça c'est un grand débat, mais je sais qu'il y a des légendes très très locales qui font toujours, qui mettent en avant un grand chasseur, un grand veneur. Alors je n'ai pas de documents plus précis. Là, vous voyez, j'ai fait des recherches pour vous livrer quand même quelque chose d'intéressant et de précis. Mais n'hésitez pas, si vous avez par-devers vous des documents qui peuvent attester de la présence du grand veneur dans les temps modernes, et bien évidemment, je suis preneur. En tout cas, les amis, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Apparemment, vous aimez les histoires. J'espère que celle-ci
un peu particulière aura su vous plaire, vous convaincre et peut-être vous questionner. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.